Madame, Messieurs, bonsoir et bonne année 2020 à tous les téléspectateurs. Parmi les maladies qui traumatisent le cœur et parfois aux conséquences néfastes, il y a l'insuffisance cardiaque. Cette pathologie qui prend de l'ampleur touche toutes les couches, les adolescents et même les adultes. Quelles sont les causes de l'insuffisance cardiaque et quelles solutions? Des questions et bien d'autres qui trouveront des esquisses de réponses au cours de cette première livraison de Regard Social de l'année 2020. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Elle est née apparemment en santé, mais c'est au fil des mois, voire des années, que ses parents découvrent que leur enfant ne respire pas normalement. La petite Ange, 4 ans, puisqu'il s'agit d'elle, à cause notamment de sa maladie, a donné l'occasion à ses parents de faire le tour des tradipraticiens et des formations sanitaires de quelques endroits dans le pays, à la recherche notamment de la solution. Mais hélas, faute de moyens financiers, le cas social s'est retrouvé à Regard Social. Et je voudrais vous inviter à suivre le quotidien de cette famille et notamment de cet enfant, dans cette enquête qui a été menée avec la caméra de Daniel Orayenze 2. Alors que les rayons de soleil tutoient le sol de Douala, capitale économique du Cameroun, la petite Ange, mannequin, 3 ans, et sa mère, Sandrine Manadieu, sillonnent les rues, traînent une mauvaise nouvelle. Dans la bouche, elle commence à respirer fort. Je n'ai plus de moyens, donc vraiment ça me dépasse. Normalement aujourd'hui, elle devait être aussi à l'école avec ses amis, mais elle ne peut pas puisqu'elle est malade. Donc mon seul souci aujourd'hui, c'est de la guérir, qu'elle trouve la santé. Et on nous a demandé 4 millions. Et moi, je ne fais rien, je suis débrouillard. Je ne sais pas là où je vais prendre 4 millions pour sauver l'enfant. Et c'est pour cela que j'ai sollicité Equinox, que bon, peut-être à travers son émission Regard Social, on peut toucher le cœur des gens, des âmes de bonne volonté, pour qu'ils puissent nous venir en aide. Josué Martial, à cause de la maladie qui terrasse son enfant de 3 ans, n'assure plus à la maison. Son épouse le soupçonne parfois. Elle me soupçonne parce que je lui dis que bon, je ne peux pas parce que je suis fatigué. Elle me dit que non, c'est parce que peut-être tu as eu des njomba là-bas dehors et tu ne veux plus. Donc elle ne veut pas comprendre que c'est parce que je n'ai pas le moral bien assez. Donc c'est le cas de l'enfant là qui me traumatise vraiment. Donc ça ne me donne plus le courage. Pour que je sauver moi, je vais tuer le prix. Je vais 4 millions. Je vais faire sauver moi. Que pardon me vienne en aide, on sauve l'enfant. On m'a demandé 4 millions pour le sauver. Et là où je suis, je n'ai rien. La petite Ange passe des moments tristes, des heures de calvaire à cause de la douleur. Elle pleure. Et voilà, c'était là le quotidien de la petite Ange au sein de sa famille, notamment son père et sa mère. Ce sont là des parents qui sont sans voix à cause notamment de la pathologie qui traumatise le cœur de leur enfant. Et pour commenter et parler notamment de cette pathologie, sur ce plateau, nous avons professeur Anastase Djudi Tamdja. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox, de Regard Social en particulier. Merci, bonne année à vous. C'est la première fois, la première édition de cette année de toute façon. Merci. Voilà. Très grand plaisir. Vous êtes cardiologue, rythmologue à l'hôpital général de Douala, agrégé de cardiologie, secrétaire scientifique de la Société camerounaise de cardiologie et vice-président de la Société panafricaine de cardiologie. Exactement. Voilà. Vous avez suivi le reportage qui présente un peu le quotidien de cette famille, notamment de cette fillette âgée de 4 ans qui souffre de l'insuffisance cardiaque selon ses parents. Oui, c'est un reportage qui vraiment touche parce que globalement il s'agit d'un enfant qui est né avec une maladie cardiaque congénitale, ce qu'on appelle les maladies cardiaques congénitales, et qui n'a pas été détecté tôt et qui est probablement en train d'évoluer vers ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque qui est un peu comme
l'aéroport de toutes les maladies du cœur. Parce que toute maladie du cœur qui est mal ou non pas soignée du tout va évoluer vers une insuffisance cardiaque. Alors, vous allez davantage nous expliquer la situation tout à l'heure. Le temps d'accueillir également sur ce plateau professeur Ngandjifna Charles. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez changé en grade, ça, il faut le rappeler, puisque je vous appelle professeur désormais. Vous êtes désormais maître de conférences des universités et vous êtes sociopolitologue. C'est exactement. Je crois que le titre de docteur relève désormais de l'Ancien Testament et que le Nouveau Testament doit retenir désormais le grade de professeur, maître de conférence. Et je voudrais me réjouir à cette occasion de rendre vraiment un témoignage vibrant à ce que certaines justices de Dieu ne traînent pas. Et je voudrais particulièrement avoir une pensée pour le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, qui, dans ces épreuves quelquefois difficiles et que je ne voudrais pas évoquer, a pu me requinquer le moral. Et par une seconde personne, je ne dirais pas le recteur, mais un recteur, parce qu'il a des capacités particulières sur le plan éthique et déontologique, voire managérial, le recteur de l'université de Douala, le professeur Magloire Ondoa. Je crois que c'est eux qui m'ont restitué désormais dans mes honneurs et dans ma grandeur scientifique. Et vous avez dit c'est la période des vœux. Je voudrais à vos téléspectateurs, à votre équipe éditoriale, à tous les Camerounais les souhaiter le meilleur pour 2020 au titre de la santé, de la prospérité, et que vivement nos misères qui ont peut-être pris du temps en 2019 ne soient plus que des tristes souvenirs. Merci d'accepter encore notre invitation. Vous êtes un habitué de ce plateau. Vous venez toujours lorsqu'il s'agit des cas désœuvrés et surtout les cas qui ont presque perdu espoir. Vous êtes toujours là à donner des conseils et à apporter un peu du vôtre à ces gens. C'est une vocation, c'est une téléologie, c'est une finalité de la discipline de sociologie qu'est d'avoir une pensée particulière pour les sujets sociaux. Très bien. Avec nous également sur ce plateau une dame, c'est Dr Fokam Puepi Yolande. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Flavien. Vous êtes médecin, pédiatre, avec compétences en cardiologie et nutrition de l'enfant et méthode de kangourou. Exactement. C'est pas beaucoup pour vous? On va pas dire que c'est beaucoup, mais ce sont les compétences que j'ai. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez également suivi le reportage de cet enfant, puisqu'il s'agit des questions de cœur. Vous avez écouté sa mère, vous avez écouté son père. Ce sont des parents vraiment démunis, mais qui ont entre leurs mains un véritable cas social. Effectivement, lorsqu'on suit le reportage, on est déjà en tant que femme, en tant que maman, on est suffisamment attristé par ce cas. Maintenant, en tant que scientifique pédiatre, on se dit, voilà encore un cas qu'on aurait pu diagnostiquer suffisamment tôt pour éviter d'en arriver là. Mais je pense qu'au fil de l'émission, on pourra certainement trouver une solution pour la petite Ange. Oui. Alors, on veut comprendre avec vous, professeur Dudier, c'est votre domaine de prédilection lorsqu'on parle des maladies du cœur et des vaisseaux. Oui. Voilà donc un cas que nous avons sous la main. Cette fillette, ses parents n'ont pas su dès le départ qu'elle était malade. C'est au fil du temps, au fil des mois, voire des années, que les parents constatent qu'elle a une respiration pas normale. Oui, effectivement, donc c'est une fillette qui est née avec une maladie du cœur. Cette maladie du cœur aurait pu être diagnostiquée dès la naissance si l'enfant avait été examiné par un médecin et au mieux un pédiatre, et on aurait pu détecter. Alors, quand ça n'a pas été détecté rapidement, l'évolution de la maladie va se faire progressivement, mais très lentement et sûrement, vers ce qu'on appelle la défaillance du cœur. C'est quoi la défaillance du cœur? Alors, pour comprendre la défaillance du cœur, il faut dire que notre organisme est fait de plusieurs milliards de cellules. Un adulte, c'est quasiment 30 à 100 milliards de cellules. Et ces cellules-là doivent vivre. Et pour vivre, il faut qu'un organe qui fonctionne 24 heures sur 24 sans s'arrêter, sans publicité, se contracte de manière régulière pour pomper du sang au tissu et ensuite se relâche pour recevoir le sang qui vient des tissus, qui a été vidé d'oxygène
pour qu'ensuite ce sang-là soit réoxygéné au niveau des poumons et le cœur repompe à nouveau vers les tissus. Alors, lorsque le cœur devient incapable d'assurer cette fonction essentielle, eh bien, les tissus commencent à souffrir et les symptômes peuvent commencer à apparaître. C'est à ce moment qu'on va penser qu'il y a une maladie du cœur, mais la maladie du cœur existait déjà préalablement et ce n'est que l'évolution naturelle qui est en train de se mettre en route. Oui, mais à quel moment la maladie intervient? Est-ce que c'est dès le ventre de la maman? Enfin, je veux dire, quand l'enfant est encore, quand le fœtus est encore dans le ventre, c'est de là que part la maladie? Et elle est causée par quoi? Dans le cas d'espèce, c'est une cardiopathie congénitale. C'est une maladie qui est en rapport avec la formation des organes pendant que le fœtus est encore dans l'utérus. C'est naturellement une malformation qui peut intervenir au niveau du cœur, mais qui peut être au niveau d'autres organes. Et souvent, d'ailleurs, ces malformations-là sont associées. Et donc, dans le cas d'espèce, le cœur a été mal formé. Et comme le cœur a été mal formé, eh bien, il ne remplit pas bien sa fonction. Et progressivement, il arrive vers la défaillance. Docteur Fokam, vous êtes pédiatre, mais beaucoup plus avec d'autres connaissances sur la cardiologie. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce phénomène? Un enfant qui naît tout de suite avec une pathologie comme celle-là, on peut partir de quoi? Alors, à la suite du professeur Nzoudié, comme il a dit, c'est une malformation congénitale. Ça veut dire que tout s'est passé pendant la grossesse. Et certainement au début, parce que c'est pendant les 2 premiers trimestres qu'il y a la formation et la maturation des organes. Les origines, à quoi est-ce que cela est dû? Alors les causes sont variées et parfois on ne les retrouve pas. On a des origines d'anomalies chromosomiques. On peut avoir un enfant qui est porteur de trisomie, qui va présenter des malformations cardiaques. Et il y a les causes, surtout dans notre milieu, les causes infectieuses, notamment les maladies de la maman pendant la grossesse. Notamment, il y a la rubéole, qui est souvent à l'origine des malformations cardiaques et qu'on ne diagnostique suffisamment pas assez chez nos femmes enceintes, parce que dès qu'une maman a une petite fièvre pendant la grossesse, elle ne se dérange même pas pour aller à l'hôpital, c'est le palu qu'elle-même gère, alors que ça peut être une rubéole. Et si c'est en début de grossesse, l'enfant peut avoir des malformations cardiaques. Ça peut être un diabète maternel qui n'est pas diagnostiqué, qui est mal géré, qui peut être à l'origine d'une malformation cardiaque. Ça peut être une maman qui prend de l'alcool pendant la grossesse et qui va affecter la formation du fœtus. Donc il y a plusieurs causes et très souvent on ne retrouve pas, on voit juste la malformation lorsqu'elle arrive. Alors, professeur Ngadjifta, on comprend bien que ce sont des cas qui arrivent. On parle bien des malformations congénitales. Ça veut dire l'enfant est déjà né, l'enfant est sorti du ventre de sa maman et on découvre ça de son vivant. Ça fait quand même un choc pour le parent lorsqu'il découvre. Disons, ça fait un choc et ce choc est davantage écœurant dans la mesure où on a affaire à un enfant qui est immaculé, qui est innocent, qui est naïf. Donc, une question pourrait tarauder l'esprit de savoir qu'est-ce que cet enfant qui n'a rien fait, qui est peut-être, pour parler prosaïquement, qui a priori n'a aucun péché, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter une douleur aussi atroce? Ça, c'est évident que les parents peuvent être dans cette situation inconfortable. Mais je crois que, partant du principe de ce que Pierre Bourdieu, un des sociologues, disait que la sociologie dérange, je voudrais quand même que nous questionnons certains aspects. Alors, nous découvrons ça à la naissance. Est-ce que, au cours des visites prénatales, s'il y en a eu, est-ce qu'il n'y a pas de mécanismes pouvant détecter à temps cette malformation? Bon, je pose cette question de manière assez naïve aux spécialistes, ceux-là qui ont prêté le serment d'Hippocrate. Est-ce que c'est seulement à la naissance que ce genre de mots peuvent être découverts, ou bien la famille n'avait pas assez de moyens pour suivre le rythme des visites prénatales? Mais toujours est-il que quand ça touche le cœur, nous connaissons tous, et je parle sous le contrôle des techniciens, le rôle épurateur, le rôle régulateur, le rôle stabilisateur et même le rôle catalyseur du cœur, qui est quand même un organe assez central, assez thyroïdien pour la vie de l'homme. Donc, on restait quand même sur notre soif de savoir si c'est la défaillance des visites médicales ou alors le mécanisme de plateau technique qui n'ont pas permis de détecter ce mal à temps. Mais toujours est-il que c'est assez éprouvant quand on se met dans la peau de cet enfant.
Oui, cette question, je pense qu'elle va s'adresser aux deux, à Dr Fokam et bien entendu au professeur Duzier, mais déjà avec vous, parce que vous êtes pédiatre en même temps. Est-ce qu'on l'a souvent posé, pourquoi on n'arrive pas à détecter des pathologies avant la naissance de l'enfant? Jusqu'ici, c'est des cas rares peut-être. Alors là, pour répondre à votre question, la réponse aura plusieurs volets. Effectivement, comme le sociologue l'a déploré, c'est vraiment questionnable d'arriver à la naissance qui devrait être un événement joyeux, l'enfance qui devrait être toute une période joyeuse, de se rendre compte que c'est quelque chose qui a eu lieu pendant la grossesse. Ça questionne donc la qualité des visites prénatales. Quand est-ce que nos mamans commencent à faire leur visite prénatale? En principe, ça devrait être, dès qu'une maman constate l'absence de règles, elle devrait débuter. Mais dans l'usage quotidien, on attend 6 mois, 7 mois. Or, à 6-7 mois, un bébé est déjà formé. Donc, c'est difficile de rattraper ou bien de diagnostiquer quelque chose qui devait être fait. La question également des échographies obstétricales se pose parce que dans notre contexte, malheureusement, c'est presque tout le monde qui fait les échographies dans son petit coin. Qui est formé à faire de bonnes échographies obstétricales? Là reste le point d'interrogation parce que l'échographie obstétricale, ce n'est pas juste pour voir si le cœur du bébé bat ou bien savoir si c'est une fille ou c'est un garçon. Ce n'est pas ça le plus important, c'est la qualité du fœtus qui est important dans le cadre des échographies obstétricales. Donc effectivement, c'est quelque chose qui, lorsqu'on a un échographiste bien entraîné, qui prend le temps de faire une bonne échographie obstétricale, peut être détecté avant la naissance. Oui. Professeur Duzier, vous êtes également concerné par ce fait. Vous êtes l'un des rares, je veux dire peut-être le seul rythmologue au Cameroun. Il y en a? Non, je ne dirais pas. Il y a que d'autres Camerounais qui sont formés à la spécialité de la rythmologie, qui est la sous-spécialité de la cardiologie qui s'occupe des maladies du rythme cardiaque. Voilà. Puisqu'on parle du rythme cardiaque, on devrait savoir à partir du ventre de la maman, si le cœur bat normalement, et à quel moment on peut savoir qu'il y a anomalie? Oui, beaucoup loin du rythme, surtout par l'échographie, comme l'a dit le docteur Fokam, qui permet donc à ce moment-là de voir la structure du cœur et de voir les différentes parties du cœur pour savoir si vraiment il y a une continuité de toutes les structures et d'apprécier également la contractilité du cœur, de savoir s'il se contracte bien et à ce moment-là de savoir s'il y a une anomalie ou pas. Et puis finalement, effectivement, certaines investigations, certains examens très poussés peuvent aussi permettre l'analyse du rythme du cœur. Mais il faut dire que le sous-diagnostic des maladies du cœur ne concerne pas seulement les maladies dont on naît avec. Et ça concerne finalement toutes les maladies du cœur. Même les maladies acquises au cours de la naissance, au cours de la vie, de notre vie quotidienne, sont également sous-diagnostiquées. Et même les facteurs qui prédisposent à l'atteinte du cœur, à la défaillance du cœur, sont également sous-diagnostiqués. Et qu'est-ce qui fait problème à ce niveau? Eh bien, il y a énormément, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a déjà le fait que nous n'avons pas la culture d'aller vers le dépistage. Ça, déjà, c'est un facteur important. Il y a également le fait que même quand les gens ressentent les premiers symptômes, ils ne vont pas toujours consulter. Les gens vont consulter quand ils se retrouvent avec des symptômes très importants. Et à ce moment, généralement, pour ce qui concerne les maladies du cœur, c'est déjà l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est déjà un peu la voie finale terminale. Et à ce moment, il faut traiter non seulement l'insuffisance cardiaque en elle-même, mais il faut essayer de s'attaquer à la cause de l'insuffisance cardiaque. Mais il y a toute une étape à parcourir pour que ça atteigne l'insuffisance cardiaque. Oui. Il y a une période, une durée précise? Oui, il y a une étape à parcourir. On va dire que globalement, ça va évoluer en 3 phases. La première phase, pour toutes les maladies du cœur, c'est une phase qu'on va dire asymptomatique, pendant laquelle la maladie est en train de dégrader le cœur de manière progressive, mais sans que le sujet ne ressente aucun symptôme. Et si on fait un dépistage à ce moment, si on fait des examens, par exemple une échographie du cœur, on peut dépister et on peut évaluer la fonction et on voit que il y a déjà la maladie, mais le cœur marche encore bien. Et ensuite, la phase des symptômes, les gens présentent des symptômes et à ce moment-là, si on consulte, on va dépister. Et puis finalement, la phase des complications. Quand on arrive aux complications, malheureusement, c'est souvent un peu tardif. Oui, on a souvent vu, je reste justement avec vous pour comprendre davantage, on a vu des gens à un certain âge
C'est à 20 ans, 25 ans, parfois 30 ans que l'on découvre qu'on a une malformation ou alors une insuffisance cardiaque. Entre-temps, on n'a pas pu déceler ou alors on a négligé quelques symptômes. Alors, l'évolution va dépendre de plusieurs facteurs. L'évolution va d'abord dépendre de la sévérité même de la maladie au départ. Toutes ne vont pas avoir la même sévérité. Suivant la sévérité, ça peut aller un peu plus vite ou un peu plus lentement. Les plus sévères vont aller plus vite vers l'insuffisance cardiaque. Ça va aussi dépendre de tous les autres facteurs qu'il y a à côté, la nutrition, voilà le mode de vie qu'on a, et puis finalement, ça va évoluer plus ou moins vite. Mais globalement, on peut dépister les maladies cardiaques dont on est né avec, soit pendant la grossesse, soit dans la première enfance, ou même à l'âge adulte. Il y a des adultes chez qui on découvre les maladies congénitales du cœur. Docteur Foucault, vous êtes pédiatre, c'est à la naissance. Si on n'a pas pu découvrir la maladie pendant que l'enfant est encore dans le ventre, et lorsqu'il naît, vous avez dit que c'est un moment de joie pour chaque famille de savoir qu'une femme a accouché et que tout le monde est content, mais plutôt, c'est souvent la tristesse. Est-ce qu'on ne peut pas parfois découvrir tout également à la naissance et on cherche tout de suite la solution? Parce que pour le cas de Ange, c'est après 1 an, 2 ans que les parents découvrent que l'enfant a des problèmes au niveau du cœur. Oui, bon, peut-être la question est orientée à la collègue, mais c'est juste, je brûle d'impatience d'intervenir par une autre question un peu stupide, sachant que ce sont eux les techniciens. Et je crois que dans les pratiques et les usages, il y a quand même, quand l'enfant naît, et on suppose que dans le cas de notre princesse, elle est née dans un centre de santé. Et toujours sous leur contrôle, il y a quand même 1, 2, 3 jours, dit-on, d'observation. Mais le cœur qui est quand même un organe assez sensible. Et c'est cette question stupide que je pose aux spécialistes, peut-être pour éclairer notre lanterne, davantage celle du sociologue. Comment sur cette période d'observation, on n'a pas pu, ou bien est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme pour détecter soit cette malformation ou au moins ce dysfonctionnement, parce que malformation peut-être c'est avec l'effet de croissance qu'on peut arriver à conclure cela, mais au moins ce dysfonctionnement de rythme de respiration, surtout pour le bébé et de manière naïve, je crois que c'est quand les poumons fonctionnent qu'on a quand même l'impression de savoir que l'enfant vit. Donc je brûlais d'impatience d'en rajouter à votre question pour nous abreuver aux sources des spécialistes. Et la pédiatre est mieux placée pour répondre. Effectivement, la question que vous posez est tout à fait bien placée parce que ça pose justement le problème de la visite du nouveau-né en salle de naissance avant sa sortie de maternité. Parce que normalement, un enfant, un nouveau-né, ne devrait pas sortir de la structure hospitalière sans avoir été consulté. Normalement, c'est ce qui doit être fait. Et justement, il y a les 2-3 jours qui sont recommandés pour que la maman on puisse déjà suivre elle-même son saignement, sa tension et le nouveau-né pour pouvoir détecter ce qui est détectable dès le départ. Mais il faut dire que dans le cadre des malformations congénitales, comme le professeur l'a dit, il y a en fonction de la sévérité, ça se manifestera aussitôt. Plus c'est sévère, plus tôt ce sera détectable. Dans les formes modérées, il y a une période qu'on peut appeler période lune de miel où on a l'impression que c'est un enfant qui va bien et après commencent à apparaître les symptômes. Et dans le cas des malformations cardiaques, très souvent, surtout celles qui sont dites cyanogènes, elles apparaissent quand l'enfant commence à devoir faire des efforts. Quand l'enfant commence à ramper, on constate qu'il se fatigue. Quand l'enfant marche, on constate qu'il se fatigue. Donc cela pose donc le problème de la visite du nouveau-né, comme j'ai dit, et des visites systématiques des enfants. Parce qu'il faudrait qu'on comprenne à la fin de l'émission qu'on ne va pas à l'hôpital juste parce qu'on est malade. On peut aller à l'hôpital pour qu'on nous dise qu'on va bien. Et surtout dans la petite enfance, il est important, par exemple... Ça, c'est une culture que nous n'avons peut-être pas. Exactement, et c'est certainement dû à l'aspect financier, puisque ces visites ne sont pas gratuites. Mais ça, c'est un autre débat. Il faudrait que ça rentre dans les cultures, le fait qu'au moins de 0 à 6 mois, qu'une fois par mois, les mamans se donnent la peine d'aller faire consulter leurs enfants, même par un médecin généraliste. Ça n'a même pas besoin d'être spécifiquement un pédiatre, un médecin généraliste ou bien même la sage-femme. Et pendant les vaccinations aussi, il serait de bon ton que nous, les praticiens hospitaliers, que nous attirions l'attention des mamans. Maman, le poids de votre enfant ne bouge pas parce que ces malformations cardiaques ont un retentissement sur la croissance. Donc, lorsque le praticien, lors des vaccinations, constate que
la taille de cet enfant ne suit pas la courbe, le poids ne suit pas la courbe, il est de bon ton de dire à la maman, il faudrait que vous alliez voir le médecin parce que j'ai l'impression que le bébé ne grandit pas bien. Oui, professeur Gadif, dans sa question tout à l'heure, il a évoqué aussi le fait que ça dépend des centres de santé qui accueillent ces mamans qui vont pour soit des visites, soit pour accoucher. Est-ce que là-bas, on trouve véritablement la matière, je veux dire, toutes les compétences pour pouvoir dire à l'enfant, à la maman que votre enfant se porte bien ou pas? Malheureusement, effectivement, dans notre contexte, on ne peut pas trouver tout le monde à toutes les différentes couches de la pyramide sanitaire. Mais au moins, nous, praticiens hospitaliers, responsables dans les formations sanitaires, on a appris à l'école qu'il y a certains paramètres qu'il faut surveiller. Donc même si je suis dans le village le plus profond de mon pays, au moins je sais prendre le poids du bébé, au moins je sais mesurer la taille du bébé, au moins je sais voir que cet enfant n'est pas bien coloré. Donc dès que j'ai fait ce constat, je dis, maman, il y a un souci que je ne peux pas gérer ici, allez peut-être à l'hôpital de district, à l'hôpital régional ou aller au CHU. Donc ça, c'est faisable. Il faut déjà dire aux parents qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'en général, les parents ne voient pas vite. C'est nous qui devrons prendre le temps pour détecter cela à temps. Oui. Alors, on a vu également, professeur Zuzier, dans le reportage, la maman qui dit elle n'a pas cru au départ que sa fille souffrait, avait un problème de cœur. Elle s'est dit que c'était un problème mystique, qu'il fallait aller chez les tradipraticiens. Est-ce qu'avec tout ça, non seulement ça a perdu du temps, et ça a facilité l'évolution de la maladie aussi? Oui, effectivement, ça a malheureusement perdu du temps et facilité l'évolution de la maladie. Il faut dire qu'en matière de maladie cardiaque, le plus tôt vaut toujours le mieux. Alors, les premiers indices, comme le docteur Fokam l'a dit, peuvent ne pas être visibles par la famille. Et ces indices-là, les médecins ou le personnel médical le reconnaît. Et rien que la détection de ces premiers indices-là met déjà sur la piste. Et le plus tôt que ces patients-là voient un spécialiste, mieux ça vaudra, parce que ça permettra de pouvoir intervenir à un moment où on peut encore, en corrigeant la cause de l'insuffisance cardiaque, permettre une récupération totale à l'enfant. Professeur Ngandifna, il y a eu par la suite un problème d'argent, puisqu'on leur a dit dans une formation sanitaire qu'il fallait 4 millions de francs CFA pour l'opération. Ça fragilise d'abord le parent qui, lui, n'a rien dès le départ. Et lorsqu'on lui propose un montant comme celui-là, ça l'affecte davantage. Non, il n'y a pas eu probablement un problème d'argent. Il y a eu effectivement un problème d'argent. Parce que si vous questionnez la démarche de la famille, donc la première orientation était portée aux phénomènes paranormaux, du genre sorcellerie. C'est vrai que nous sommes en Afrique. Je crois que véritablement, il y a un problème de finances, un problème de pauvreté qui est évident dans cette situation. Autrement, je crois que les parents se seraient rendus plutôt vers les centres de santé. Et puis nous savons que du côté des tradipraticiens, il n'y a pas une cotation bien connue. Or, nous savons qu'il n'y a pas d'assurance pour les familles. Nous connaissons notre système de sécurité sociale. Donc, véritablement, il y a un problème de pauvreté, un problème économique qui s'est posé pour que nous arrivions à cette situation-là. Maintenant, je crois que pour la cotation des 4 millions, je crois que les techniciens sont mieux placés. Le cœur est quand même, comme nous le disions, un appareil assez sensible. Et je ne pense pas que ce soit tous les plateaux techniques de nos structures sanitaires qui s'y prêtent, ou alors les compétences même qui y sont. Nous ne pouvons pas discuter ou alors être effarés de ce montant parce qu'il s'agit quand même du cœur. Oui, il s'agit du cœur. Et on a évoqué ce phénomène également tout à l'heure. Toujours dans le reportage, on voit bien que l'environnement peut contribuer à davantage dégrader la vie ou la vie de l'enfant qui est malade, puisque à côté du manque de moyens financiers, il y a l'environnement dans lequel cette famille vit qui contribue aussi. Alors, je ne voudrais pas ravir la vedette aux excellents cardiologues et pédiatres qui sont sur le plateau, mais des principes, des préalables ou bien des éléments basiques des connaissances en médecine, je crois que l'environnement peut porter à l'infection même du corps, puisqu'il est question de respiration. Alors, si vous êtes dans un milieu malsain ou bien pollué,
il va de soi qu'à partir des poumons, ainsi de suite et autres, que bon, d'autres maladies puissent se greffer. Mais je crois que je laisse le soin aux éminents professeurs qui sont sur le plateau de nous dire. Mais de manière triviale, je crois que l'environnement peut être un facteur aggravant des maladies du cœur. Mais je parle sous le contrôle. Oui, il a tout à fait raison, le collègue a tout à fait raison. C'est-à-dire les signes présentés par cet enfant sont pour la plupart des signes de l'insuffisance cardiaque. Alors, les premiers signes de l'insuffisance cardiaque, c'est le fait qu'on veut faire un effort et on est de plus en plus essoufflé. Donc ça commence par des grands efforts, puis des efforts modérés, puis finalement on est même essoufflé au repos. Au-delà de ça, on peut prendre exagérément le poids. On peut avoir une prise exagérée de poids en très peu de temps. Et puis ajouter à ça, on peut avoir les pieds qui enflent et puis finalement une fatigue excessive. Mais vous avez entendu dans le reportage la maman dire que de temps en temps il y avait de la fièvre. Alors, la fièvre peut être en rapport avec l'infection de la maladie en elle-même ou alors l'infection des poumons, parce que dans certaines de ces maladies du cœur dont l'enfant naît avec, le sang circule un peu trop souvent au niveau des poumons et ça favorise les infections pulmonaires. Et effectivement, ça peut donner de la fièvre. Alors, le ventre ballonné, difficile de respirer normalement, à peine quelque part, elle est essoufflée. Oui, effectivement, dans la suite, c'est les symptômes souvent de ces malformations cardiaques. On a, surtout lorsqu'on arrive aux phases de complications, on a les signes d'insuffisance cardiaque, les œdèmes, le ventre qui est ballonné. Et principalement dans les cardiopathies congénitales cyanogènes, on a l'enfant qui n'est pas bien coloré. L'enfant est bleu, les lèvres sont bleues. Si on fait un zoom sur la petite Ange, on constatera que ses lèvres étaient bleues, les ongles des doigts et des orteils étaient bleus. Et ses doigts avaient l'air rabougris comme les doigts d'une grand-mère. Tout ceci est dû au défaut d'oxygénation des tissus. Donc, et comme je dis, il y a un retentissement sur la croissance de l'enfant. Parce que là, elle ne fait pas son âge. Et justement. Alors, ce sont là quelques éléments évoqués, en tout cas par des experts sur ce plateau. Je voudrais marquer une pause avec vous pour dire que quelques semaines justement après le passage de ce cas social sur le plateau de Regard Social, la petite Ange, voyez-vous, le plateau, donc les âmes de bonne volonté ont contribué énormément pour soutenir la petite Ange et notamment ses parents. Question de trouver la solution à cette pathologie qui la traumatise puisqu'à son âge, elle ne peut pas aller à l'école, elle ne peut pratiquement rien faire. Il y a donc eu cette contribution, ces différentes contributions et en même temps, il y a également eu que les parents ont plaidé énormément et même la famille. Je vous invite à suivre ce reportage qui a permis à ce que cet enfant bénéficie d'une évacuation sanitaire. C'était justement quelques semaines après son passage sur le plateau de Regard Social. Son passage à l'émission à succès Regard Social, la solidarité agissante s'est manifestée pour la prise en charge de la petite victime de l'insuffisance cardiaque. L'ONG Mécénat Chirurgie Cardiaque basée en France et dont l'une des membres, le Dr Fokam Dike Pwepi Yolande, cardiologue à Boya dans la région du Sud-Ouest, a décidé de prendre en charge et gratuitement l'opération de la petite Ange. Après examen primaire, la petite a bénéficié d'une évacuation sanitaire. Grâce aux âmes de bonne volonté, tout le monde, c'est quand même 2 ans et demi de maladie avec beaucoup d'incertitudes. Donc je pense que c'est la joie pour tout le monde ce soir. Donc dis bonsoir, pas chez le blanc, pas soigner chez le blanc, comme tu parlais à la maison là. Tu deviens timide. Tu deviens timide, alors qu'à la maison tu étais très gai, tu peux parler à tout le monde, tu disais à tes amis. Fidèle. Avec papa blanc. Merci à Equinos. Merci, je remercie beaucoup l'Equinos. Vous appliquez à toi. Bébé Ange. Bébé Ange. Pas du monde de chez. Quoi, maman, quoi?
C'est sa maison ici, non? Je remercie grandement Equinox. C'est ma chaîne préférée. J'ai aimé Equinox dès le départ. J'aimais Regard Social, je ne savais pas ce qui m'attirait là-bas. Je ne savais pas qu'un jour, je devais me retrouver en face d'Equinox pour dire ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Donc Seigneur, bénis Equinox, quel qu'en soit le vent qui va passer au-dessus d'Equinox, que ce soit juste un vent et que les obstacles se transforment en avantage. Ce n'est que ce que je peux dire. Nous disons d'abord un grand merci à Equinox Télévision et à tous ces journalistes qui nous ont aidés à passer à l'émission Regard Social. C'est grâce à Regard Social que le monde entier, les Camerounais ont vu l'état de l'enfant et ont manifesté. À travers les gestes que les Camerounais ont manifestés, ça nous a aidé à faire partie la petite ange. Comme elle part aujourd'hui, nous demandons également au bon Dieu de l'accompagner à l'aller comme au retour, que tout se passe bien, l'opération se passe bien et que nous l'attendions le jour de son retour. Elle n'est pas le premier enfant à être évacué, ni le dernier. J'en connais beaucoup de cas. Je connais beaucoup d'enfants qui ont été évacués et qui sont revenus en santé. C'est ce que nous souhaitons. Nous disons merci à Equinox Télévision. En même temps, un peu de tristesse parce qu'on se sépare de notre fille. Et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que tout se passe bien et qu'elle revienne parmi nous étant en bonne santé. Donc nous disons merci à Equinox Télévision ainsi qu'à son promoteur et le promoteur de l'émission Regard Social. Vous savez, parfois il faut vivre pour croire. Par moments, on a l'impression que ce qu'on dit, c'est une publicité, c'est un leurre. Mais nous sommes en train de témoigner ici, n'est-ce pas, de l'effectivité de la prise en charge du bébé Ange qui, il y a quelques mois, est passé à Regard Social pour des problèmes d'insuffisance respiratoire, d'insuffisance cardiaque. Et nous sommes comme ça à l'aéroport international de Douala pour l'accompagner. C'est un cas de force majeure et comme il en est ainsi, nous prions que le bébé voyage et qu'il revienne dans de bonnes conditions. Merci à Equinox pour son promoteur, merci à Equinox pour Regard Social, merci à Equinox pour toute l'équipe qui travaille dans le social. Pas facile pour la sœur aînée de Ange. Supporter la séparation est une équation difficile. Obligée de pleurer malgré la consolation. La maman de Ange prie le Seigneur Tout-Puissant de faire à ce que sa fille revienne en santé. Je dis grandement merci à Equinox à travers son émission Regard Social. Franchement, si nous sommes à ce niveau, c'est grâce à Dieu. Et je prie aussi Dieu qu'il l'accompagne. Qu'elle accompagne jusqu'à durant son séjour, qu'elle rentre dans les bonnes conditions, qu'elle arrive là-bas et trouve la guérison. Je ne suis pas vraiment très contente. Pendant ces 2 mois qu'elle va passer dehors, je ne sais pas, je prie seulement Dieu qu'elle rentre étant en bonne forme. Je remercie tous les âmes de bonne volonté qui ont contribué pour la guérison de ma fille. Franchement, les mots me manquent pour les remercier. Qui continuent à aider ceux qui sont dans le besoin. Et je remercie plus particulièrement Dr Fokam qui jusqu'ici nous a franchement aidés pour que cet enfant puisse voyager. Après cette étape, la petite Ange est reçue au hall de l'aéroport par un spécialiste de la santé et membre de l'ONG venu spécialement pour la circonstance.
Et voilà la réaction, en tout cas les multiples réactions au lendemain de son passage sur ce plateau, le passage de la petite Ange, c'était au mois d'avril, avril 2019. Dr Foucan, vous êtes encore avec nous sur ce plateau. On veut comprendre exactement, parmi tous ceux qui ont œuvré, je veux dire, après les contributions des âmes de bonne volonté, à quel moment vous intervenez? Parce qu'on vous a vu dans les images. Bon, effectivement, je suis d'abord aussi une auditrice, fidèle auditrice et téléspectatrice de l'émission Regard Social. Mais bizarrement, ce soir-là, je ne regardais pas l'émission. Donc, c'est ma cousine, Madame Tangalor, que je salue au passage, qui, ayant suivi le cours de l'émission, m'a rapidement passé un coup de fil. Yolande, va voir l'émission, il s'agit d'un enfant, peut-être tu peux faire quelque chose. Donc, quand j'ai pris l'émission en cours, j'ai reconnu mes aînés, le professeur Zoudier et ma collègue, ma promotionnaire Marie-Solange Ndom et Bonguet, qui étaient les cardiologues sur place. Donc, j'ai suivi l'émission. Et à la fin, donc, j'ai pris votre numéro qui défilait en boucle. J'ai appelé, je suis tombé sur la dame des finances qui m'a dit que l'émission était encore en cours, donc je ne pouvais pas avoir accès ni à vous, ni aux panélistes. Donc j'ai attendu le lendemain et donc je suis rentré en contact avec vous et c'est à ce moment que vous m'avez dit comment ça se passe. On a pris rendez-vous avec la famille, on a pris le premier rendez-vous à Douala, mais j'ai précisé d'emblée que moi j'exerçais à Buea et je maîtrisais mieux mon environnement par rapport à Douala. Donc la famille a adhéré et de fil en aiguille, dès le mois d'avril, j'ai pris connaissance du dossier, j'ai pris connaissance de tous les éléments qu'il y avait. Et ayant reçu la formation Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui est une ONG française basée en France, dont l'un des leitmotifs, c'est de venir en aide pour les enfants qui ont des malformations cardiaques dans les pays où la chirurgie cardiaque pour enfants n'est pas encore véritablement développée. Donc on a monté le dossier. Ça a pris le temps que ça a pris grâce aux aides qui ont été collectées au niveau de Mécénat parce que la paperasse était vraiment énorme. On a envoyé la première monture, ils ont étudié le dossier. Ça a d'abord essuyé un refus. On a dû avoir recours à l'expertise d'un autre aîné, le professeur Chélo David, qui est cardiopédiatre à la Fondation Chantal Biya, qui a fait venir l'enfant à Yaoundé et a refait un certain nombre d'éléments et a fait son commentaire à Mécénat, ce après quoi ça a été validé. Et donc on a entamé les procédures consulaires. Et je salue également l'aide qu'on a eue au niveau de l'accélération du processus au niveau du consul et au niveau de l'obtention du visa, car nous tous, nous savons comment est-ce qu'on obtient le passeport ici. Donc on profite de l'occasion pour remercier toutes les autorités qui ont œuvré à ça. Donc de fil en aiguille, ça a été accepté, elle a eu son visa et elle a pu voyager. Très bien. Alors, donc, vous allez davantage nous expliquer, en tout cas, quelle était la méthode utilisée pour que la petite Ange bénéficie de cette prise en charge, d'abord de l'évacuation sanitaire. Et on comprend finalement qu'on n'a pas pu trouver la solution à son problème sur place. Elle venait de le dire, que Mécénat aide les enfants qui souffrent de malformations cardiaques parce que dans des pays beaucoup plus où la chirurgie cardiaque n'est pas développée. Au Cameroun, c'est le cas? Alors, disons que avant d'intervenir sur ce point, je voudrais d'abord remercier, me joindre au docteur Foucan pour remercier toutes les personnes qui ont intervenu parce que finalement, c'est une histoire triste qui a un dénouement heureux et ça permet d'essuyer les larmes que nous avions écoulées ici au mois d'avril. Donc ça, c'est une très belle histoire. Et je remercie particulièrement au docteur Foucan qui s'en est impliqué. Donc le traitement dans ce cas de figure a été essentiellement le traitement de la maladie congénitale qui existait déjà et donc la chirurgie cardiaque à cœur ouvert, bien sûr. Il faut dire que notre plateau technique, pour l'instant, la chirurgie cardiaque ne se fait qu'au centre cardiaque de Chisson de manière continue. Mais on sait quelles sont les difficultés qu'il y a en ce moment du fait de la crise anglophone. Et puis, ça se fait également à l'hôpital général par des missions qui sont organisées, des missions humanitaires qui sont supportées par le gouvernement avec réduction des prix 2 fois par an. Mais ceci ne concerne pas pour l'instant les enfants. Et donc, dans le cas d'espèce, il était tout à fait louable qu'une ONG comme Mécénat Chirurgie Cardiaque puisse prêter son expertise afin de pouvoir trouver ce dénouement heureux.
Et voilà. Donc on comprend que, professeur Gadjifna, c'est vrai qu'on va finir par se défaire de cette ancienne appellation. Voilà un peu ce qu'on vit chez nous, de toute façon. Alors, l'enfant est là, on n'a pas pu trouver la solution sur place parce que pas de plateau technique approprié pour solutionner son cas. De fil en aiguille, avec l'apport des uns des autres dans le cadre de cette émission Regard Social, d'abord les contributions des âmes de bonne volonté et Dr Fokam qui arrive aussi comme ça parce qu'en tant que téléspectatrice, elle regarde l'émission et elle contribue à sa manière. L'enfant bénéficie de l'évacuation sanitaire. Je crois qu'elle fait partie de ceux qui doivent récolter beaucoup de merveilles infinies de Dieu parce que c'est pas évident d'avoir un coup de fil, de réagir comme elle a réagi. Mais on peut aussi comprendre par son sens très élevé et suprême de maternité et le sens de l'autre. Et je crois que c'est, en même temps à la place de son époux, je crois que c'est un messie ou bien un apôtre que d'avoir une dame de cette nature-là. Et pour revenir quand même, je crois qu'il y a un autre volet. Nous disons que le plateau technique pour le moment ne s'y prête pas. Mais l'autre question, c'est que est-ce que nous avons quand même les compétences, les ressources humaines appropriées pour le faire? Bon, cette question n'a pas été évacuée. J'espère qu'ils reviendront. C'est-à-dire que si nous avons les ressources humaines, c'est-à-dire des grands pédiatres comme eux formés à la tâche et que c'est un problème de plateau technique, l'orientation de l'analyse peut être vite fait. Peut-être de lancer un coup de cœur ou de poser la question fondamentale de savoir pour des sujets aussi délicats pour la vie, c'est-à-dire le cœur, comment nous ne disposons pas des plateaux techniques pour sauver des vies. Mais pour revenir au sujet, je crois que c'est la traduction dans les faits et l'administration de la preuve par 4 que nous restons solidaires. Mais nous pouvons comprendre aussi l'adhésion aussi évidente, aussi absolue, parce que chacun de nous, en se questionnant, nous sommes tous passés par l'enfance. Certainement, un pan a vite réagi en se disant que bon, si nous n'avons pas eu un enfant qui a connu peut-être cette situation difficile, on a une quête à payer pour dire merci à Dieu. Pour ceux qui ont des enfants à faire, doivent également donner quelque chose pour avoir la bénédiction de Dieu, pour ne pas avoir un enfant de la sorte. Vous êtes parents, ça veut dire que ça peut être votre enfant. Vous êtes maman, ça veut dire que ça aurait pu être fille. Donc je crois que tous les moyens étaient réunis pour appeler l'élan de solidarité, de miséricorde et d'entraide pour sauver notre mannequin. Alors, beaucoup plus dans le cadre de la prise en charge. Dr Fokam, si l'ONG Mécénat n'existait pas, quel serait le sort de Ange? Alors, je ne sais pas si c'est une question piège ou bien si c'est une question... Si l'ONG Mécénat n'existait pas, comme le professeur Zoudé l'a soulevé, la chirurgie cardiaque de l'enfant n'est pas encore développée dans notre contexte et je m'avancerais à dire quasi inexistante dans notre contexte pour le moment. Et juste pour faire un parallèle à la question du professeur, le sociologue, les compétences, on en a. Puisqu'il y a des confrères, des aînés, des cadets qui sont allés se former en chirurgie cardiaque. Mais comme vous le savez et comme vous l'avez signalé depuis le début de l'émission, le cœur est un organe hyper noble. Donc la chirurgie cardiaque va avec tout un arsenal déjà au niveau de la réanimation. Parce que le professeur Zoudé a sorti, cette chirurgie cardiaque se fait à ciel ouvert, c'est-à-dire on ouvre la poitrine et on sort le cœur. Donc le cœur arrête de battre pour un moment et donc ça nécessite toute une mise en place, tout un plateau technique parce que ça se fait, comme l'expression c'est en circulation extracorporelle. Donc ça dit qu'on met le cœur hors de sa cavité et on résout le problème et on le remet. Donc on l'arrête. En fait, si je peux me permettre de dire, l'enfant meurt à un moment pendant qu'on résout son problème avant de réintégrer. Donc le plateau technique n'est pas encore. Les compétences, il y en a. Certains sont déjà formés, certains sont en formation, mais le plateau technique n'est pas encore. Et quand le plateau technique sera là, il faudra encore faire une coordination de tout ça. Quel est le temps que ça va prendre? Je ne sais pas. Donc, pour revenir à votre question, si le mécénat cardiaque ou tout autre ONG, parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres ONG, Chaîne de l'Espoir, etc., qui œuvrent dans la prise en charge des enfants camerounais qui portent des malformations cardiaques,
eh ben, elle aurait évolué inéluctablement vers des complications plus sévères et probablement vers un décès plus précoce. Professeur Djudjé, je vous pose la même question, mais ce n'est pas pour dire la même chose. Vous direz en tout cas en vos termes. Si ces missions qui viennent généralement soit à l'hôpital général ne venaient pas aussi. Alors, je voudrais d'abord dire que je suis d'accord avec ma collègue. Le plateau technique est encore en deçà des espérances, mais il est en train de progresser. Et quand on parle de plateau technique, il faut dire que la matière humaine est ce que nous avons quand même de plus précieux. Il y a des compétences en matière de chirurgie cardiaque. Même à l'hôpital général, en ce moment, il y a le professeur William Gachou, qui est un chirurgien cardiaque qui travaille de manière permanente. Et il y a d'autres chirurgiens cardiaques qui travaillent de manière permanente au Cameroun. Il y a beaucoup en formation et qui vont probablement rejoindre. Donc, ce qui est probablement nécessaire dans un futur très proche, c'est de faire monter un peu les équipements et puis constituer des équipes. Et ça va sûrement se mettre en route puisque les maladies cardiaques progressent et il faut que nous fassions quelque chose. Maintenant, quant à ce qui concerne les missions, si les missions ne venaient pas, qu'est-ce qu'on ferait? Le traitement de la maladie cardiaque et notamment l'insuffisance cardiaque, ce n'est pas que de la chirurgie. Il y a bien sûr déjà l'hygiène de vie, savoir quelles sont les mesures qu'il faut respecter pour être en bonne santé. Il y a ensuite les médicaments. Et les médicaments, il y a deux grands groupes. Il y a les médicaments qui améliorent un peu la qualité de vie, qui permettent de respirer un peu mieux. Et puis il y a les médicaments qui permettent de prolonger la vie parce qu'elles retardent l'évolution de la maladie cardiaque, tout au moins en attendant, pour ceux qui demandent une chirurgie, en attendant le jour qu'il va falloir opérer. Et puis finalement, si la maladie cardiaque est très évoluée et qu'il faut des traitements que nous appelons des traitements interventionnels, et bien ces traitements interventionnels-là sont disponibles au Cameroun. Quand il faut un pacemaker pour soigner l'insuffisance cardiaque, on peut poser ce genre de pacemaker au Cameroun. Si la maladie a évolué de manière à être à risque, à mettre la personne à haut risque de mort subite, et bien nous pouvons poser des défibrillateurs cardiaques au Cameroun. Ça se fait couramment à l'hôpital général de Douala par exemple. Et puis finalement, le dernier volet, c'est vraiment la transplantation cardiaque qui n'est pas disponible, mais peut-être dans le futur. Oui, vous avez parlé la question sur des spécialistes. Le Cameroun, vous avez entendu de la bouche de ces spécialistes également qu'il y a des spécialistes. On a bien d'autres qui viennent de temps en temps, parmi lesquels le professeur Daniel Lemogoum, que vous connaissez bien. Exactement, qui est oui. agrégé de cardiologie aussi. Mais seulement combien de temps, dites-nous combien de temps une opération comme celle-là peut prendre parmi les missions qui arrivent généralement chez nous ou chez vous à l'hôpital général. Vous voulez dire la durée d'une intervention. Alors à partir du moment où on commence jusqu'au moment où on va finir, ça va prendre à peu près 4 à 6 heures. Mais ça peut aller plus loin. Et c'est pour ça que le docteur Fokam insistait sur la réanimation. La réanimation préopératoire pour préparer les malades de façon à les opérer au moment où ils sont vraiment optimums. Et une fois qu'on les a opérés, vous voyez que ça dure 4 à 6 heures pendant lequel on peut avoir jusqu'à 2 à 3 heures de temps pendant lequel le cœur est en arrêt complet. Et donc après, il faut relancer le cœur, relancer tous les organes qui devaient être alimentés par le cœur parce que pendant ce temps, les organes ont été alimentés par un cœur artificiel et il faut que tout le système reparte. Donc il faut une réanimation lourde après. Et donc ça nécessite quand même une bonne équipe. Alors est-ce que c'est à ce niveau que se trouve le problème du Cameroun, au niveau de la réanimation? Je dirais que les problèmes sont à plusieurs niveaux, à des degrés différents. Mais même les réanimateurs en post-chirurgie cardiaque, nous en avons et nous en avons qui se forment encore. Donc, je pense qu'en matière de soins, de technologie avancée, de technologie de santé avancée, le problème humain est souvent le moindre. Parce que les compétences humaines, on peut toujours les importer. Alors après, il y a les équipements qu'il faut mettre en route et il faut vraiment constituer les équipes et il faut que les équipes se mettent ensemble. Oui, pour ça, vous avez écouté qu'il y a des compétences et que c'est le plateau technique qui fait véritablement problème et c'est ce qu'on a toujours évoqué. Oui, je dois avouer un peu pour les usages et les langages
J'aurais préféré peut-être l'expression opération à ciel ouvert que le terme utilisé à cœur ouvert. À cœur ouvert, que les mots, c'est vrai, juste et fondé de la pédiatre qui dit qu'on enlève d'abord le cœur, on met à côté, ça fait un peu peur. Et en imaginant que cette petite avait perdu son cœur pendant 6 ans avant de le remettre, je crois que beaucoup d'autres téléspectateurs comme moi ont failli avoir aussi des arrêts cardiaques, de dire que c'est comme ça que cette opération se passe. Mais pour revenir au sujet, je crois qu'il faudrait quand même reconnaître que les deux vont de pair, parce que il ne servira à rien d'avoir un plateau technique et peut-être pas de ressources humaines, mais c'est quand même encore plus déplorable que d'avoir les ressources formées, mais où il n'y a pas de plateau technique. Certainement, ça pose un problème. Je n'allais pas dire d'oisiveté professionnelle, puisqu'ils ne font pas finalement le travail pour lequel ils ont été dédiés. Et le fait que les plateaux techniques n'existent pas, bon, on ne va pas demander à ceux qui font dans la réanimation des opérations liées au cœur d'aller faire la réanimation peut-être de ceux qui ont des problèmes soit de rhumatisme ou bien de courbature. Donc ça pose quand même un problème de sous-exploitation ou alors même de développement, puisque ça rentre toujours dans le champ scientifique. Et comme le principe même médical le dit, quand un muscle est en arrêt ou ne fonctionne pas, il a tendance à s'atrophier. Et donc je crois que c'est des médecins finalement atrophiés, donc qui n'ont rien à faire et qui sont orientés vers autre chose. Mais et c'est pour ça qu'on voit bien qu'il y a l'évasion des connaissances. Je veux dire, la nature ayant horreur du vide, et que bon, il faut d'abord vivre avant de philosopher. C'est tout à fait normal qu'il y ait peut-être ce principe-là. Mais je crois qu'il reste quand même urgent que le cœur reste quand même une problématique fondamentale, parce que c'est la vie et en même temps c'est la mort. Donc c'est quand même un organe qui a une certaine centralité, où il est important que les décideurs ou bien l'État qui rentre quand même, qui a une fonction régalienne à jouer, d'essayer de se pencher définitivement sur cette question. Et je n'ose pas être pessimiste ou bien défaitiste de dire que peut-être notre princesse a eu peut-être la chance de tomber sur des âmes de bonne volonté et autres, mais combien d'autres enfants camerounais ou d'autres enfants camerounaises meurent sans avoir accès peut-être ou avoir une visibilité à regard social. Donc disons qu'il y a d'autres enfants qui passent des vies à trépas pour ce sujet. Et il est important, sauf peut-être aux spécialistes, de nous dire que le problème se pose avec une faible amplitude, mais je suis porté à penser qu'il y a d'autres enfants qui décèdent, que nous perdons à cause de ce déficit de plateau technique. Oui, professeur Didier, vous voulez ajouter quelque chose avant la question? Oui, je voulais simplement dire, comme mon collègue le dit, hein, il ne faut pas rester sur une note de pessimisme, il faut se dire que tout ça est en perpétuel développement et qu'il y a des choses qui changent. Alors peut-être ça n'évolue pas très vite, mais ça évolue très vite. Les moyens diagnostiques, parce qu'avant de soigner, il faut d'abord diagnostiquer. Les moyens diagnostiques ont largement progressé en très peu de temps au Cameroun, du fait du nombre de spécialistes, du fait des équipements. Ensuite, au niveau des soins, effectivement, il faut que le plateau technique progresse un peu plus pour permettre à ceux qui sont là d'être utilisés à l'optimum. Alors là, on est en train de parler des ultra spécialistes. Il ne faut pas oublier que avant de faire l'ultra spécialisation, on fait d'abord la spécialisation tous les jours. Et donc, même si on ne fait pas cette ultra spécialisation, même si on ne la pratique pas, on peut faire d'autres interventions. Les chirurgiens cardiaques sont occupés à d'autres interventions en attendant. Mais c'est la science, et comme la science évolue. Et même quand on aura atteint le plateau technique optimal, ça ne va pas nous empêcher les évacuations. Même à l'intérieur des pays développés, on évacue les enfants d'un centre vers l'autre. Donc, c'est un processus et nous espérons que ça se mette en route de façon un peu plus rapide. Oui, alors, je vous posais la question. Le professeur, il ne serait pas souhaitable d'avoir peut-être un anesthésiste cardiaque devenu anesthésiste oculaire ou bien auditif, peut-être pour les yeux. Je crois que ce que nous souhaitons dans le meilleur du monde possible, c'est qu'il y a des efforts pour aussi vous faciliter la tâche, parce qu'il y a du plaisir, il y a de la passion à faire ce qu'on a passé de temps, et nous connaissons tous le temps minimal. Je crois que c'est au moins bac plus 7 ou 9 pour un généraliste, et encore pour ceux qui rentrent dans la spécialisation, c'est difficile de passer le clair de sa vie, une quinzaine d'années de recherche et en permanence et sur le cœur, et finalement se retrouver à travailler sur l'œil ou bien sur l'oreille.
je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Alors, pour ça, je reste avec vous justement parce qu'on va comprendre, après une opération par exemple, comme celle que vous faites ou que vous avez menée à l'hôpital général, est-ce qu'il y a on va dire des effets secondaires? Est-ce qu'il y a des risques après ça? Est-ce que le cœur redevient normal? Il n'y a pas de problème par la suite? Quel est le suivi qui est fait après justement une opération du cœur? Alors, après une chirurgie cardiaque, notamment pour une maladie cardiaque qui nécessitait une chirurgie, il faut dire que tout dépend du degré de sévérité de la maladie au moment où on intervient. Si on intervient assez tôt, comme probablement dans le cas de la petite, ça permet de corriger totalement la maladie cardiaque et la personne peut reprendre une vie totalement normale. Et la vie ressemble totalement à celle des personnes qui n'ont quasiment pas été opérées. C'est pour ça qu'on a des sportifs de haut niveau qui ont eu ce genre d'intervention dans leur enfance. Maintenant, si l'intervention survient à un moment... Et qui sont retournés à la pratique du sport? Oui, et qui sont retournés à la pratique du sport. Si l'intervention survient à un moment où la défaillance du cœur a déjà atteint un niveau où ce n'est plus réversible, parce qu'il faut que la défaillance du cœur, il faut dire que la défaillance du cœur s'entretienne elle-même. Et à ce moment, une fois qu'on a corrigé, la personne aura toujours besoin des médicaments. Si c'est plutôt dans le cadre d'un pacemaker ou d'un défibrillateur cardiaque, une fois qu'on a posé, la personne reprend une vie tout à peu près normale. Oui. Alors, vous avez suivi de bout en bout, je vais le dire, le cas de la petite Ange, de son séjour au sein de mécénat cardiaque. Comment est-ce que ça s'est passé? À côté de des mots que vous avez utilisés tout à l'heure qui peuvent donner l'arrêt cardiaque au professeur. En fait, le principe dans la prise en charge de mécénat, c'est déjà quand ils acceptent de prendre un enfant, ils ont des convoyeurs agréés qui sont souvent des personnels médicaux spécialisés dans le transport, le transport des enfants à évacuer. Donc, parmi les conditions d'acceptation, il faudrait que la famille accepte de ne pas partir avec l'enfant. Donc, l'enfant va seul. Oui, on a suivi dans le reportage qu'il y a quelqu'un, un spécialiste qui est venu. Qui vient chercher l'enfant et l'enfant vit pendant tout son séjour dans une famille d'accueil. La famille d'accueil communique avec la famille en donnant des nouvelles, des photos, des vidéos pendant le séjour de l'enfant. Donc, le convoyeur vient prendre l'enfant, fait tout le trajet avec, arrive à l'aéroport du côté de la France, donne l'enfant à la famille d'accueil et dès lors, la famille d'accueil suit l'enfant au niveau de ses rendez-vous à l'hôpital, pendant sa chirurgie et après, la phase de récupération se passe en famille d'accueil. Et on a journalièrement tous les rapports. C'est presque une obligation. C'est-à-dire, parmi les éléments du dossier, lorsqu'on constitue, il y a celle du médecin traitant, dans le cas d'espèce, c'était moi, et le membre de famille, le papa, la maman, qui a un email, on prend également son adresse, et donc, on est en copie jointe pour les rapports journaliers de ce qui se passe. Donc, nous étions au courant, dès son arrivée, de les premières analyses préopératoires, de la date d'opération, de comment est-ce qu'elle a répondu, des petites complications qu'il y a eu après la chirurgie, qui ont été vraiment très légères parce que 3 jours après sa chirurgie, elle était déjà de retour dans sa famille d'accueil. Et on avait le rapport quotidien de comment elle allait, comment étaient les résultats des réévaluations tant au niveau clinique qu'échographique, ce que ça donnait. Et puis voilà, c'est comme ça que le suivi s'est passé. Quelle était l'attitude des parents pendant le séjour de cet enfant à l'hôpital? Les parents sont restés au pays, c'était vous le lien qui rendait compte de tout ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce qu'ils vous disaient? Bon, au départ, il faut dire que cette famille particulièrement a été géniale parce que d'entrée de jeu, quand on leur a expliqué le mécanisme de la prise en charge, ils étaient d'accord parce que après 2 années de souffrance, vraiment, s'ils trouvent une solution, si l'enfant peut aller et revenir bien portant, vraiment, pour eux, ça ne leur posait pas de problème de ne pas accompagner l'enfant. Mais ils restent parents, donc l'anxiété, ça se ressentait, l'incertitude, une petite fille
qui brutalement est séparé de tout le monde, comment ça va se passer. Mais ça, vraiment, ils ont coopéré, les deux parents déjà. Papa et maman étaient soudés et autour d'eux, ils avaient une famille qui les a vraiment accompagnés tout le temps. Et comme ce sont des parents high-tech, donc eux aussi lisaient les mails presque au même moment que moi, donc ce qui faisait qu'on se passait des coups de fil. Est-ce que vous avez vu? Oui, on a vu, on l'a vu, elle va bien, elle sourit, elle mange ceci, elle joue dans ceci. Donc ça, les parents ont été rassurés de bout en bout. Professeur Gadjifna, c'est un moment inédit pour des parents qui voient quand même leur enfant aller prendre l'avion et qui est parti dans un milieu qu'ils ne maîtrisent pas, les parents, bon, beaucoup plus je parle d'eux, et ils voient leur enfant partir, et ils sont inquiets durant un mois pratiquement, ou environ, et l'enfant, qu'est-ce qui peut se tramer dans la tête d'un parent en ce moment? A priori, on pourrait dire que c'est des parents qui sont irresponsables ou bien qui ont démissionné, mais pourtant qui ont bien compris les mélodies musicales pour dire que partir, c'est mourir un peu. Donc, mais on peut mesurer leur collaboration et leur acceptation. Véritablement, sur le plan psychologique, c'est des parents qui avaient touché le paroxysme de la douleur de l'enfant. Donc pour eux, si l'enfant pouvait même, si on leur disait que bon, le contrat c'était que l'enfant parte pour 5 ans et retrouverait sa santé, ils étaient partants. Donc vous comprenez que c'est des parents qui ont été touchés au plus profond de leur amour maternel et paternel, et que véritablement pour eux c'était la santé de l'enfant qui primait surtout et au risque de tout. Mais il faut dire qu'ils ont quand même une certaine force psychologique quand même, parce que c'est difficile par ces temps qui courent, même si les papiers ont été faits dans les détails ainsi de suite et autres, ils pouvaient avoir des esprits malsains peut-être pour dire que bon, on peut peut-être soigner le cœur, mais l'enfant peut peut-être revenir sur autre chose. Donc c'est difficile de se séparer de son enfant. Donc il y a quand même cette anxiété qu'ils ont développée. Je crois que c'est des parents qui ont un moral de fer. Mais j'espère que bon, une fois que l'enfant est revenu, qu'ils aient maintenant le moral d'acier. Professeur Didier, on a joué là sur la confiance, finalement. Ah oui, ça s'est joué sur la confiance. Et c'est très appréciable. Il faut dire que les liens de confiance entre le médecin et le malade sont généralement très forts. C'est un contrat dans lequel chacun joue son rôle. Et dans le cas d'espèce, la confiance qui existait entre les parents et le docteur Foucault a été transposée à mécénat chirurgie cardiaque. Et on voit que le dénouement est tout à fait très heureux. Oui. Des cas du genre, on peut espérer les voir au Cameroun dans combien de temps à peu près? C'est-à-dire voir un enfant qui entre et qui sans doute ressort en bonne santé. Un enfant qui... Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Un enfant malade, comme c'est le cas avec la petite Ange, je voulais dire chez nous au Cameroun. Ah, qui est évacué chez nous? Le professeur ne lira pas dans une boule de cristal, ne sera pas un oracle. Il faut vous dire dans quel délai, mais nous le souhaitons tous, naturellement. Je dirais quand même que, pour ce qui est de la rythmologie, nous avons des pays de la sous-région qui nous évacuent des patients. Le Gabon, nous recevons des malades du Gabon, de la République du Congo, de la Guinée équatoriale qui ont leur pacemaker, leur défibrillateur cardiaque à l'hôpital général et qui repartent vers ces pays-là. C'est pas pour dire que nous faisons mieux que les autres, mais je dirais que les efforts sont en train d'être faits. On ne peut pas être divin, mais nous espérons tous et nous devons tous faire des efforts pour aller vers l'amélioration du plateau technique, vers l'amélioration de la qualité des soins pour notre population. C'est inconditionnel si on veut se développer. Oui. Docteur, pour lire les signes des temps, nous sommes en 2020, ça veut dire qu'on a 20 sur 20 de cas qui reviennent en bonne santé. Bon, c'est un souhait, bien entendu. Et on espère bien, pour cette année 2020, on aura à présenter les cas solutionnés. Mais une question, pourquoi vous vous êtes engagé dans cette affaire? En fait, ça fait partie des prérogatives de tout médecin déjà. Du pédiatre que je suis, de la maman que je suis, j'ai écouté l'émission. C'est un cas où j'ai pensé avoir la solution, puisque c'est pas le premier cas que je fais. Je me suis dit, ils sont à Douala. Douala, c'est le Cameroun.
pourquoi pas? Et voilà, je me suis lancée. Donc vraiment, ça rentrait dans la continuité des activités pour lesquelles j'ai prêté serment. Oui, vous partez de Buea, vous venez à Douala, vous suivez cette famille, écoutez l'enfant, écoutez les parents, dépensez de votre argent pour le faire. On penserait peut-être qu'il y aurait quelque chose après. Non, c'est une activité pratique, c'est une activité gratuite. Et on a eu l'apport de tout ce qui a été fait comme contribution. Vraiment, à aucun moment, il ne s'est posé véritablement une difficulté financière. Donc, tout est allé avec toute l'aide qu'ils ont eue sur le plateau. Vraiment, c'est allé comme la lettre à la poste. Alors, c'est juste ces explications qu'il fallait donner en tout cas à nos chers téléspectateurs. C'est pour comprendre qu'il y a des gens qui ont encore le cœur à la main et qui peuvent résoudre certains problèmes sans avoir à attendre quelque chose pour ça. Ce sont des spécimens, des échantillons et des perles rares de pédiatres qu'il faut croiser dans son chemin, c'est-à-dire des intéressés qui peuvent me poser des actes médicaux sans attendre une rétribution. Donc, c'est vrai qu'on ne souhaite pas avoir des enfants malades, mais si jamais l'enfant est malade, il faut prier avoir ce genre de pédiatre sur son chemin. Alors, professeur Juge, nous allons rester pour parler justement de cette prise en charge parce qu'elle est très nécessaire. Il y a des familles également qui suivent ce programme et qui ont des cas similaires. On peut comprendre que si ce n'est pas tout le monde qui va avoir la chance de bénéficier des avantages de l'ONG Mécénat, et encore qu'il faut respecter un certain nombre de critères. Exactement. Il faut le rappeler. Exactement, ils ont des critères. Déjà, tout le monde n'est pas opérable. Et maintenant, parmi ceux qui sont opérables, ils ont des critères. Parce que leur but, c'est déjà de s'assurer que l'enfant n'a que sa maladie cardiaque. Et donc, avec leur apport, l'enfant retrouve sa vie normale. Donc, si en dessous, l'enfant a autre chose qui n'évoluera pas malgré la chirurgie, déjà, c'est un critère d'exclusion. Donc, ils ont des conditions où ils sont vraiment tranchés. Oui, justement, donc il y a ces gens, ces parents qui nous regardent, qui ont espoir, après avoir regardé justement ce programme, ils se disent, on a vu sur le plateau des spécialistes, notamment un agrégé de cardiologie, spécialiste en rythmologie, voilà, faut dire que c'est un début d'espoir. Le seul fait de vous voir à la télé, de savoir que vous avez cette expertise, est-ce qu'il y a une possibilité également de tout faire, d'accélérer pour qu'on ait quand même une prise en charge pour les parents, pour ces enfants dans notre pays? Vous êtes quand même au summum de la cardiologie au Cameroun. Vous devez vous battre pour qu'il y ait des solutions. Oui, naturellement, je dirais, en tant que médecin, avec le serment que nous avons prêté, notre plus grosse satisfaction, c'est quand les gens vont bien, c'est quand les gens sont en bonne santé. Donc tout ce que nous pouvons faire comme effort dans cette direction-là, eh bien, nous n'hésitons pas du tout. Et je voudrais dire que en matière d'amélioration des soins cardiaques, eh bien, la première étape, c'est d'abord le diagnostic. Il faut que les diagnostics soient faits et que les diagnostics soient faits précocement. Et ça, déjà, nous mettons largement ça en route. Donc, s'il y a des enfants ou s'il y a des personnes qui ont la moindre impression qui pourraient avoir des maladies cardiaques, la première des choses, c'est d'aller vers les médecins pour que le diagnostic soit fait. Alors, une fois que le diagnostic est fait, oui, il faut naturellement décider du moyen thérapeutique. Et s'il s'avère que le moyen thérapeutique soit la chirurgie, eh bien, il y a un mécénat chirurgie cardiaque qui est représenté par le Dr Fokam, mais moi également et d'autres collègues. Il y a d'autres organisations qui font à peu près dans la même voie. Mais en attendant aussi, je vous ai dit qu'il y a des missions de chirurgie cardiaque qui se passent à l'hôpital général de Douala 2 fois par an, qui sont encouragées par les autorités publiques. Donc je pense qu'il y a des choses, il ne faut pas du tout être défaitiste, il faut se dire qu'il faut faire le maximum. Pour ça? Oui, je voudrais peut-être partager mon ignorance, mais qui peut peut-être aider d'autres. Dans une approche pédagogique, je voudrais profiter de la science du rythmologue. Qu'est-ce que les téléspectateurs ou les sociologues que nous sommes devons retenir? Quel est le type d'examen qu'il faut faire pour savoir que son cœur fonctionne bien? Parce que si nous sommes partants que le plateau technique
n'y est pas. Est-ce qu'il y a quand même un examen, c'est-à-dire un type d'examen qu'il faut faire pour s'assurer que le cœur fonctionne bien? Ceux qui nous écoutent, ou bien moi, commençant par moi-même demain, de savoir qu'en me présentant, je voudrais faire tel examen pour s'assurer au moins que le cœur fonctionne, pour avoir le cœur net. Donc je voudrais profiter de la science de l'ultra spécialiste rythmologue sur le plateau. L'éco-cœur, c'est ça? Alors, la question est très large, mais je vais essayer de faire une réponse assez organisée. Tout d'abord, je voudrais dire que le plateau technique surtout partiel, est en développement. Je pense qu'il ne faut pas être défaitiste sur le plateau technique. Alors, généralement, il faut dire que si les gens sont jeunes, moins de 40 ans, la plupart des personnes qui ont moins de 40 ans, ou moins de 35-40 ans, n'ont probablement pas de maladie cardiaque, pour peu qu'on vive à peu près normalement, qu'on fasse de l'activité physique, qu'on fasse de l'exercice physique et que ça se passe bien. Exceptionnellement, on peut avoir des maladies cardiaques. Si on est déjà plus de 35-40 ans, eh bien, il faut aller vers un dépistage. Il faut au moins connaître sa tension artérielle, sa glycémie, son cholestérol. Il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire exagérément l'alcool, il faut faire un peu d'activité physique. Et puis si finalement on a des premiers symptômes qui disent qu'il y a une maladie cardiaque, eh bien, il faut aller vers les cardiologues qui vont faire des examens avec en particulier l'échographie cardiaque, qui est l'examen princeps pour diagnostiquer la plupart des maladies du cœur. Et l'échographie cardiaque se fait dans toutes les 10 régions du Cameroun. Mais qui est habilité à faire l'échographie? Parce qu'on voit bien que ça se fait par monsieur tout le monde. Alors, au moins l'échographie cardiaque, jusqu'à maintenant, c'est fait par le cardiologue. Il y a quelques rares personnes, mais vraiment, je peux vous dire que c'est anecdotique de voir que quelqu'un d'autre a fait une échographie cardiaque qui n'est pas le cardiologue. Le cardiologue est formé pour faire l'échographie cardiaque. Quelquefois, si on est très occupé, on peut former un technicien à faire au moins les échographies normales. Et quand l'échographie est un peu plus compliquée, on appelle le cardiologue pour le faire. Oui. Bien avons-nous donc de cardiologues dans les 10 régions, une moyenne pour que nous sachions nous orienter vers la région qui a plus de cardiologues? On sait quand même qu'au Cameroun, il y a une 50aine de cardiologues. Il y a presque déjà 80 à 100 cardiologues au Cameroun. 80 à 100. Alors la majorité, c'est entre Douala et Yaoundé. Mais chaque région du Cameroun aujourd'hui a au moins un cardiologue. Voilà. Docteur Fokam, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que je vais ajouter à ce que le professeur Nzoudi a dit pour répondre au professeur le sociologue, c'est le dépistage est important et surtout pour revenir aux enfants, les visites systématiques des enfants, c'est important. C'est pas coûteux. En hôpital public, je pense que la consultation du généraliste est à 600 francs, la consultation du spécialiste 1000 francs, ça varie entre 1000 et 2500 selon l'hôpital dans lequel on se trouve. C'est respecté? Ça, c'est un autre débat, monsieur Flavien, donc ne me faites pas aller sur ce sentier. Mais toujours est-il qu'il faudrait que les parents pensent à aller faire voir leur enfant juste pour qu'on leur assure. C'est important de dépister tôt, parce que plus vite c'est dépisté, plus vite il y a des chances d'être pris en charge et avoir un retour complet à la normale. Professeur Ngandjivna, on voit bien que les hommes de bonne volonté ont agi. Il y a eu des moyens pour établir un passeport à cet enfant. Il y a eu des moyens pour lui payer un billet d'avion. Le reste occupé par mécénat chirurgie cardiaque. Comme pour dire que quand toutes les mains se mettent à une patte, ça ne peut que évoluer. Merci. Alors, nous restons également avec vous pour dire que l'ONG qui prend donc en charge la petite Ange lui réserve un accueil des plus chaleureux. Son séjour a été donc les plus meilleurs, surtout durant la convalescence. Alors, au bout de 3 semaines, voire 1 mois, passé donc entre les mains de cette structure, cette ONG, l'enfant est donc retourné au pays sous la conduite d'une équipe qualifiée de convoyeurs. Et donc, c'est à l'aéroport international de Douala que les parents, les amis et surtout l'inépuisable Samuel Tchoufa qui allait réceptionner, ou pas dire, accueillir justement l'enfant, je vais dire, accueillir l'enfant avec beaucoup de joie. Voyez-vous, puisque c'était un cas social qui est parti, qui est revenu. Alors, dans quel état, dans quelles circonstances l'enfant a pu voyager? Je vous invite à suivre ce reportage et juste après, nous allons accueillir les parents de cet enfant.
retrouve la représentation centrale de l'ONG Mécénat Chirurgie du Monde pour enfants. Après le passage du cas à la prestigieuse émission Regard Social, l'une des membres de cette ONG a été touchée par la souffrance de bébé Ange. Et du coup, elle a engagé la procédure de prise en charge, d'où l'évacuation sanitaire de Ange. Au bout de 3 semaines de prise en charge, la petite Ange et l'équipe des spécialistes de l'ONG Mécénat Chirurgie pour enfants ont repris le vol pour le Cameroun. Après environ 6 heures de vol, les convoyeurs composés de Elsa, Marie-Charlotte et Bénédicte, ainsi que d'autres passagers, ont pu atterrir à l'aéroport international de Douala sans heurts. Bébé Ange a été accueilli au hall de l'aéroport par ses parents, Dr Fokam, pédiatre, et surtout l'inépuisable Samuel Tchoufa, chef opérateur de Regard Social, qui a reçu de façon officielle bébé Ange, désormais en bonne santé. À l'extérieur de l'infrastructure aéroportuaire, c'est la liesse totale. Le reste de la famille, informé du retour de bébé Ange, lui a réservé un accueil des plus chaleureux. Et avec nous sur ce plateau, bébé Ange. Bébé Ange avec nous. Et nous avons justement sur ce plateau bébé Ange qui a retrouvé son sourire avec sa maman qui est avec elle. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Comment vous vous sentez? Je vais très bien. je me sens vraiment heureuse, très heureuse même. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, voilà Ange, elle a retrouvé sa guérison. Je suis vraiment très contente. Vous avez parlé avec elle? Oui. Depuis son arrivée? Oui, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle me dit, quand elle est rentrée, elle m'a dit, maman, j'étais chez les Blancs. On a opéré mon cœur, j'avais mal au cœur. Ce qu'elle me disait tout le temps. Maman, j'étais à l'hôpital, je suis guérie. On a opéré mon cœur, j'avais mal au cœur. Mon cœur ne fait plus mal. Et lorsqu'elle vous a dit ça, vous vous avez dit quoi? Elle dit, c'est vrai, tu étais malade. Maintenant, tu as retrouvé la guérison. Elle dit qu'elle était chez les Blancs. Elle a vu les Blancs. Elle était chez les Blancs. Bonsoir. Dis bonsoir. Ça va? Elle est toute souriante.
Elle a retrouvé son sourire. Oui, une fois. Elle ne pleure plus depuis qu'elle est revenue. Comment elle se sent? Elle se sent vraiment à l'aise. Il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de... Rien. De gestes suspects. Non. Elle joue normalement. C'est quand le sommeil vient là qu'elle s'endort. Et elle a déjà commencé l'école. Elle va déjà à l'école? Oui. Ouais. Elle parle avec ses camarades? Oui. Elle joue bien. Après, j'ai pensé au professeur Chello qui, Dieu merci, a permis que le cas aboutisse positivement. Les formalités consulaires ont aussi connu beaucoup de soubresauts. Finalement, elle est partie et je pense qu'on ne peut que remercier le bon Dieu d'abord parce que sans lui, rien n'est possible et la solidarité agissante de toutes les missions. Oui, c'est un moment important pour vous en tant que médecin et en même temps pour les parents de cet enfant qui retrouve le sourire. On avait bien entendu un jour, on a même suivi dans le tout premier reportage, son père qui disait qu'il n'arrivait plus à assurer à la maison. On a entendu, et son père avec nous. Bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous êtes tout en joie? Je suis très content. Oui. Très content. Vous êtes le papa de Ange? Oui, je suis le père génétique de Ange. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aviez dit dans le tout premier reportage lorsqu'on arrivait chez vous, que madame se plaignait? Aujourd'hui, elle se plaint plus. Oui, Flavien, je m'en souviens très bien. Et je peux dire qu'aujourd'hui que madame ne se plaint plus parce que j'ai retrouvé le mot de sa guérison. Et j'aimerais aussi dire merci au docteur Fokam, vraiment pour cet accueil chaleureux qu'elle nous offrait à chaque fois qu'on venait à Buea pour les examens de la petite Ange. Et aussi pour sa détermination dans l'obtention des papiers, c'est-à-dire les documents de voyage de Ange. Vraiment, docteur Fokam, gardez toujours votre grand cœur. Seul le Seigneur pourra vous récompenser. Vraiment, merci beaucoup. Merci, surtout à Equinox, merci beaucoup. Merci. Merci à vous également parce que vous avez choisi la bonne voie, celle de venir à Regard Social, Equinox Télévision, professeur Ngadifna. C'était une bonne voie pour ce parent. Pour qu'ils ont eu à l'emploi du docteur. Parce qu'effectivement, vous n'imaginez pas la charge psychologique qu'elle avait sur sa conscience de s'adresser au dossier. Et que ça se tournait mal, je crois qu'elle devait être la plus malheureuse. Donc on est en droit aujourd'hui de dire, avec le résultat palpable et patent que nous avons, que notre docteur pédiatre a in vitro conçu Ange, ou bien in vivo, elle a concédé Ange. Donc je crois qu'on peut comprendre le sens de ces larmes. Et je vous dirai peut-être un peu plus et peut-être plus tard sur le sondage de ceux qui peuvent se bousculer d'avoir Dr Fokam comme belle-mère, parce qu'on imagine la filiation. Allez, c'est vrai qu'avec nous, quelqu'un nous a rejoint sur ce plateau. Vous voulez dire quelque chose avant Irène? J'aimerais vraiment remercier tous les âmes de bonne volonté qui ont contribué pour cet enfant. Je remercie grandement Equinox pour son émission. Et je remercie aussi grandement Dr Fokam pour tout ce qu'elle a fait. Franchement, ça c'est une femme. Non, je ne sais quoi dire. Les mots me manquent vraiment. Grand merci, docteur. Oui, mais ce jour-là, le jour où vous êtes venu sur ce plateau, vous vous êtes adressé aux téléspectateurs en langue vernaculaire. Vous pouvez toujours le faire, c'est une occasion. Moi, pour chanter ça, je crois pour qu'il contribue. Je crois pour qu'il aille sauver moi. Tu as vu les gens qui parlent de national da, on va le 4 millions. À qui bosse on va un groupe, il y a bien déjà. Ils disent ouais, c'est un welling. Tu as bien pas même groupe, on va pour chanter ça. Moi, pour chanter quoi, je sais mes élèves font bas. Moi, je crois bien font bas pour qu'il aille nous voir. On croit bon temps. C'est bon. C'est bon. Et je crois que pour ceux qui font langue, ils auront retenu Kambamleke
contribuer en bamleke, c'est contribuer. Donc c'est quelque chose déjà réussi. Alors, nous avons pour certainement clôturer ce programme Irène Temé qui nous rejoint, qui a également un large sourire. Irène, bonsoir. Bonsoir Flavien. Vous avez le même sourire que la mère de Ange. Tout à fait. Ouais. C'est une très belle image de voir la maman ce soir avec la petite Ange. Et moi, je suis très très émue parce que je salue déjà, je remercie même tous les biens, les âmes de bonne volonté qui ont répondu présent ce soir, ce jour où la maman était sur ce plateau et qu'elle criait qu'on sauve son enfant. Nos âmes de bonne volonté ont répondu présent et aujourd'hui nous avons le résultat. Donc nous sommes très très contents. Et qu'à cela ne tient, nous allons quand même donner les résultats, nous allons quand même donner les contributions, le montant total des contributions que nous avons perçues ce jour. Nous avons perçu un montant de 897 150 francs CFA. Nous avons dépensé un montant également de 932 220 francs. Il reste à savoir qu'actuellement, nous avons une facture impayée de 35 070 francs CFA. Oui. Donc, alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a juste une petite dette qu'il faut régler encore pour que les choses reviennent à la normale. Oui. Oui. Il fallait forcément sauver... il fallait sauver la vie. La vie oui, de il fallait effectuer... il fallait faire le passeport, il y avait des examens et tout, le billet d'avion acheté et tout. C'était des choses très très primordiales et nous avons mis la main à la pâte. Merci. On comprend bien que c'était pour la bonne cause qu'il fallait ce rajout. Tout à fait. Et qui aujourd'hui a permis à ce que la petite Ange retrouve son fonctionnement normal, sa vie normale. Elle joue désormais avec ses camarades, ses voisines et autres. Elle va à l'école également, Dr Foucault. Oui, effectivement, la grosse joie, c'est que dès son retour, elle a immédiatement été scolarisée. Et donc, apparemment, ça se passe très bien du côté de l'école. Et aussi sur le plan médical, les premières évaluations sont bonnes. Juste attirer l'attention que le suivi va continuer parce qu'il peut avoir de petites séquelles. Mais donc, le suivi devra continuer. Les parents en sont pleinement conscients. Oui, j'en viens à vous demander justement s'il y a des consignes précises pour... le suivi de l'enfant? Oui, il y a des consignes précises. Bien que les résultats soient visiblement bons, on pourrait se prononcer sur un 99%, mais toujours les signes de danger sont correctement expliqués aux parents, au cas où elle se remettait à s'essouffler, au cas où ils remarqueraient que sa prise, si le poids n'évolue pas bien, si elle commence à avoir des petits signes, ils sont informés que Ange est un enfant qui actuellement, lorsqu'elle aura un petit bobo, ça ne peut plus se faire au niveau de la maison, ça ne peut plus être l'automédication, ça ne peut plus être au niveau des centres de santé. Ils devront absolument voir au moins, au minimum, un médecin. Oui, mais ça dépend. Est-ce qu'il faut voir n'importe quel médecin? Est-ce qu'il y a un centre approprié maintenant pour cet enfant? Alors, idéalement, c'est un pédiatre, mais il faudrait qu'il soit là où il y a un pédiatre. On ne peut pas les obliger de rester dans une ville. Ils peuvent se déplacer en fonction de leurs aspirations. C'est une famille, ils ont des aspirations. Donc, ils ont la consigne. Moi, je reste disponible. Ils connaissent mon lieu de travail, ils connaissent ma maison. Je reste disponible et je reste disponible à pouvoir communiquer avec le médecin là où elle tombera malade, parce que maintenant qu'elle va bien, elle peut aller en vacances chez des parents, chez des amis et tomber malade là-bas. Donc je reste disponible à communiquer en cas de souci. Vous restez son médecin principal? On va dire ça comme ça. Professeur, c'est ça? C'est désormais une grande dame? Je crois que nous avons prêté solennellement serment que ça devient son enfant in vivo et in vitro. Donc je crois qu'elle emporte la responsabilité, comme nous le dirons trivialement, jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Donc elle a désormais un médecin principal, il lui faut un avocat, il lui faut un communicateur, il lui faut tout ça. Vous allez... c'est une petite star. C'est une petite star que nous avons désormais. Hein, la maman? Vous allez assumer tout ça? On va se battre. Ange, bonsoir. Tu veux dire quelque chose? Tu peux lui donner le micro en même temps. Dis quelque chose. Bonsoir, Ange. Bonsoir. 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 Tu dis bonsoir à qui? Bonsoir à tout le monde. Mon ami Papa Equinos. Mon ami Papa Equinos. Et qui encore?
Docteur Fokam. Oh, merci. Et qui encore? Bonsoir tout le monde. Tu as oublié les blancs. Tu étais dans l'avion? Oui. Tu as vu les blancs? Enlève les doigts dans la bouche. Oui. Dis-nous qu'est-ce que tu as vu là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital. Oui, on a fait quoi à l'hôpital? On a opéré mon cœur. On a touché ton cœur. On a touché mon cœur. On a touché ton cœur. Alors, professeur Nadibna, l'enfant elle a retrouvé. C'est vrai que on se souvient encore de ce premier jour, le jour où on a réalisé ce reportage avec Dani Warren-Zede. C'était pas facile. Tout son problème était les pleurs. Aujourd'hui, elle a presque oublié ces pleurs-là et c'est une conversation permanente avec tout le monde. Et peut-être d'autres traits encore. Et je crois que quand nous faisons la comparaison des images, elle est devenue 10 000 fois plus mignonne, plus pimpante et plus séduisante encore. Ouais. C'est une star désormais. Oui, effectivement, c'est une petite star, la petite star d'Equinox. De regard social. Et de regard social en particulier. Et je crois aussi que notre happy end serait ce qui apparaît comme anecdotique de ce qui a une petite dette à payer. Je crois que c'est le grand sursaut qui reste pour couronner. Peut-être que ça nous échappera, peut-être. Mais je crois qu'il est évident en attendant que ceux qui nous regardent de la maison ne réagissent. Il serait évident qu'au sortir, que nous n'envisageons pas de la retrouver sous le poids de la dette. Donc je crois qu'il est urgent que nous finissions en beauté cette petite dette qui reste pour couronner nos efforts qui ont eu grâce aux yeux de Dieu, parce qu'en principe les médecins ont l'obligation de traiter mais pas de soigner. C'est finalement Dieu qui soigne. Donc je crois que tous ceux qui ont contribué, même en dehors des moyens financiers, je crois que les intentions ont eu grâce aux yeux de Dieu qui a maintenant conclu à la guérison de l'enfant. Donc je crois qu'il est quand même urgent, impérieux et impératif que nous soldions ce petit gap pour être en harmonie avec notre conscience et pour être en phase avec notre Dieu. C'est un dénouement heureux, Dr Fokam. Vous allez continuer à veiller sur cet enfant, à la suivre, puisque désormais vous êtes son médecin principal. Mais seulement, durant son séjour là-bas, on a vu, à travers les images, qu'elle avait quand même tissé des liens, des bonnes relations avec des enfants blancs, on va le dire, qu'elle a trouvé là-bas aussi. Oui, effectivement, la famille dans l'accueil, elle était, c'était une famille avec la maman et les 3 enfants, avec lesquels elle a tissé vraiment des liens forts, au point où son retour a été comme une déchirure pour eux. Et jusqu'ici, ils sont bien en contact avec la famille de Ange, qui lui envoie aussi des photos d'elle maintenant ici. Donc je pense qu'une symbiose s'est créée entre eux et puis voilà. Alors, elle pourra repartir pour des vacances? Je sais. Vous allez œuvrer pour... Parce qu'elle a des amis là-bas désormais. Elle me dit déjà qu'elle va encore aller là-bas pour aller au marché avec Tata. Voilà. Donc elle va retrouver Tata. Tata est où? Hein? Elle est dans l'avion? Elle est chez les Blancs? D'accord, merci. Merci à vous, chers messieurs, chères madames. Merci également à tous les téléspectateurs, ceux qui ont contribué à ce que ce dénouement soit heureux, notamment le cas de la petite Ange. Merci également à Irène qui est venue. Merci également à vous. Vous allez œuvrer pour... les 35 000 soins différents. francs CFA qu'il faut notamment compléter pour notamment faire le point de la situation financière. Merci également à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette autre édition, la toute première de l'année 2020. Georges Mitterrand-Dam, Eric Ouattat, Cédric Nana, Cédric Chouna, Dani Warren-Zede qui est le réalisateur de cette émission et qui a, voyez-vous, c'est un jour spécial pour lui, raison pour laquelle c'est une édition tout à fait spéciale également. Et aussi, on va dire merci à Samuel Tchoufa, le chef opérateur de Regard Social, qui a œuvré également, vous l'avez vu également dans les images, aller accueillir la petite Ange à l'aéroport. C'était également un moment heureux et surtout au grand public qui est avec nous, comme tous les jeudis soirs. Madame, Messieurs, je suis Flavien Dongo. Bonsoir.